fait l'écriture politique, qu'est-ce qu'on entend par politique, comment ça a été l'évolution en tout cas de cette dimension-là. Là, nous l'aurons avec Madame Diofal Sow. Sans plus tarder, je vais donner la parole à professeur, mais avant, dire quelques mots sur le professeur Ndioro, que tout le monde connaît, que je suis très contente parce que je disais tout à l'heure que c'est des personnalités qui nous boostent, nous, sur le terrain, parce que nous travaillons sur les questions de l'égalité hommes-femmes. Donc les combats que nous portons, quand on les regarde, on est boosté, on a beaucoup d'énergie parce que c'est des personnes très engagées qui sont sur le terrain et qui nous accompagnent dans les combats. Donc, professeur Ndioro Ndiaye, elle est médecin de formation, elle est une femme politique. Donc, elle est une femme politique sénégalaise, plusieurs fois ministre. Elle fut aussi directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour l'immigration. Elle aussi, et souvent peut-être je l'entends moins, elle devient l'une des 2 premières africaines reçues à l'agrégation de médecine. Je pense que ça aussi c'est extrêmement important. J'ai juste résumé sa bio. Donc, le professeur va, comme je l'ai dit, partager un peu. Donc c'est plus un partage d'expérience, carrière, et je pense que ça va davantage nous inspirer, surtout inspirer la jeune génération, parce que je dis souvent que c'est extrêmement important d'écrire les mémoires, et elle l'a écrit, et on attend aussi d'autres professeurs, Madame Diofal Sow également l'a fait, et aussi on attend que d'autres femmes le fassent pour qu'on puisse laisser pour la jeune génération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Céline. Moi, je suis très très contente. Je veux dire combien je suis heureuse d'être ici ce matin. C'est une bouffée de jouvence que je ressens en me retrouvant dans un espace comme celui-ci. D'abord, l'espace est beau et je veux remercier et féliciter Amina et tout le groupe de jeunes féministes de Yewi Yewi que j'ai vu évoluer et préciser que aujourd'hui, c'est vrai, c'est un moment d'échange. On m'a demandé de faire, en tout cas d'introduire avec ma grande sœur Diofal Sow, qui est la première femme procureure aussi dans ce pays. Certainement qu'il y reviendra avant qu'elle ne prenne la parole. Mais je veux dire surtout que je suis contente de voir la salle, de voir les jeunes, et d'avoir pu assister au panel précédent. Et c'est dommage qu'il soit parti, parce qu'on a un problème de dialogue intergénérationnel entre nous ici au Sénégal. Les constats que nos filles ont fait tout à l'heure, à travers ce premier panel, riche en idées, riche en faits aussi, riche en dialogue entre des femmes de milieux différents, c'était très clair, des femmes de cultures différentes également, tout autour de cette table-là. Elles n'ont pas la même culture à les entendre parler et à les entendre également restituer leur vécu et les sentiments qui les ont poussés à écrire les essais qu'elles ont partagés ici avec nous. Je suis donc contente de me replonger ici, dans l'endroit où je reconnais d'abord le pourtour de la salle. Je salue vraiment tous ceux qui sont là et qui présentent soit des éditions, soit des livres qui viennent de paraître, dont Nima pour le livre de Diofal Sow, mais également l'édition Baobab avec Alassane Cissé, que je connais, avec qui je partage quelques idées, quelques préoccupations dans un cercle. L'Armatan également, qui a édité ce livre que j'ai écrit. Moi j'ai écrit, disons, selon le terme que vous utilisez, un seul livre. Je crois qu'il est autour ici. Et j'ai retracé un petit peu mon parcours, une partie de mon parcours. Parce que moi j'écris depuis toujours. J'écris mes communications, j'écris ce que j'observe dans ma recherche, j'écris également mes communications pour mes étudiants,
Tout cela, ce sont des séances d'écriture que j'ai toujours pris très au sérieux, parce que ce sont des endroits ou des moments où l'on transmet le savoir. Pour moi, l'écriture est une transmission du savoir. C'est la transmission d'un vécu que l'on veut partager avec d'autres, mais c'est également la transmission d'une valeur, de plusieurs valeurs. Et en cela, je pense que l'écriture est éminemment politique. Toutes celles que j'ai entendues ici, avant ce panel-là, en fait, le ministère en charge de cette frange de la société, le ministère en charge de la population, devrait avoir écouté, ou devrait avoir été là, ou avoir un représentant. Parce que tout ce qui a été dit ici devrait faire partie de programmes ou de politiques publiques de développement, si on veut aller de l'avant. Parce que ce sont ces récits comme cela qui font les sources de ce qu'un gouvernement peut faire pour répondre à la demande. Un gouvernement ne fait qu'offrir pour répondre à une demande. Et la demande, elle se construit par ce que nous avons vu ici. C'est en tout cas ce que nous avons essayé de faire quand nous étions dans le gouvernement, avec plus ou moins de bonheur. On a eu de grands succès, on a eu aussi beaucoup d'échecs, mais on a eu de grands succès qui ont l'avenir de ce pays. Je voudrais donc dire à Célie que ici également, on se retrouve dans un autre champ, puisqu'on a l'habitude de travailler dans la migration et dans le futur au plan institutionnel comme au plan opérationnel dans nos sociétés, de comment on pourrait considérer la gestion de la migration mieux pour répondre aux problèmes des personnes qui migrent. Je voudrais vous dire donc que le zoom sur la dimension politique de l'écriture féminine représente à coup sûr une étape importante dans la vie et l'évolution de cette initiative dont la raison d'être principale demeure la promotion de la production littéraire féminine. Faire briller toutes les femmes de la chaîne du livre, mais aussi, bien entendu, je voudrais insister sur la réponse à donner à notre chère Amina, qui est la fondatrice de Culturel, et revenir sur mon parcours, les combats que nous avons menés et que nous continuons de mener pour l'amélioration des conditions des femmes en général, et en particulier des jeunes filles sénégalaises. D'abord en tant que professeur d'université, je l'ai dit rapidement tout à l'heure par mes écrits, mais en tant que ministre également, mais surtout en tant que une des dames qui a assisté à la libération de la parole des femmes ici au Sénégal. La question du leadership politique des femmes m'a toujours préoccupé. Et dans le cadre de ce leadership politique, la liberté de parole des femmes a toujours constitué une préoccupation particulière sur laquelle j'ai travaillé. Et je voudrais, en parlant de ce leadership politique, saluer quelqu'un d'autre dans la salle, Amidou Ba. Amidou Ba est un jeune collègue que je veux nommer, mais qui m'inspire beaucoup. Il travaille énormément avec moi, il est actuellement à Rochelle, il est là, devant, il est même avec une béquille, mais quand même il est venu. Il est venu. Mais je veux te dire, Amidou, et te rendre hommage ici pour tout le bien que tu fais à notre organisation, à l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement. Toutes les questions de leadership que nous agitons dans notre entourage, en fait, tu y es, et si tu n'en es pas l'auteur. Et il y a un projet de publication d'une brochure ou d'un livre où des gens de ma génération de Dior, des générations d'autres personnes qui ne sont pas dans la salle, s'adressent à vous et à des plus jeunes. Un dialogue intergénérationnel que nous avons voulu, éminemment politique, que nous sommes en train de faire, de formuler, mais qui n'est pas encore prêt. L'idée vient d'Amidou et on le donne. Il y a également Ndiaye Ndoye, qui est dans la salle,
qui a écrit, elle aussi, il fait partie de ce groupe, mais il y a aussi Penda Diouf-Seck qui a écrit aussi un livre sur les femmes. Et toutes celles-là ont davantage écrit sur la violence. C'est peut-être que c'est leur milieu de vie, hein, qu'elles ont essayé de rapporter à un ensemble beaucoup plus vaste. Mais ce qui est bien, c'est que les cris du cœur, la manière de formuler les détresses qu'elles ont vécues, nous ramène toujours à une question politique, encore une fois. Ce sont les politiques de nos différentes institutions, pour adresser la question de la protection des droits des femmes. Si nos différentes politiques les adressent avec succès, sinon c'est des drames comme ceux qui ont été décrits ici par nos jeunes filles, nos filles qui sont passées avant nous dans ce panel et qui continuent à persister dans la société sénégalaise. Et ces drames que nous n'arrivons pas, non seulement nous n'arrivons pas à les expliquer, mais nous n'arrivons pas à freiner ce type de violence que les femmes subissent encore et continuent de subir. Qu'on soit de n'importe quelle ethnie, la variable centrale et commune, c'est le fait d'être de sexe féminin et de subir tous ces problèmes. Et ma génération n'a pas réussi à endiguer cela. Loin s'en faut, sinon vous ne seriez pas là en train d'en discuter. Mais il faut reconnaître que ma génération a essayé, ou nous avons beaucoup essayé, et vaille de poser un certain nombre de problèmes là où nous étions, là où nous avions des responsabilités. Et peut-être même le fait d'être sortis du gouvernement est dû au fait que nous gênions énormément la marche des choses dans ce pays. Donc, ici, quand on parle des grands noms de la littérature africaine en général, il est souvent question d'hommes. Moi, quand j'étais jeune et que j'écoutais autour de moi, parce que moi, je ne suis pas littéraire du tout. Moi, je suis une scientifique, j'ai fait sciences éco, et j'ai fait après, bien entendu, la faculté. J'ai fait Sciences Ex, et ensuite j'ai fait la faculté de médecine. Donc je suis une scientifique, mais j'ai toujours vécu dans un milieu où les questions politiques se discutaient. C'était l'époque où Babacar Sy, Bara Diouf, d'autres grands journalistes et politologues occupaient la scène politique et essayaient de participer et de communiquer avec notre population sur un certain nombre de sujets politiques qui ont des impacts absolument clés, des impacts absolument importants dans la marche de notre pays. Alors, on a l'habitude donc d'écouter des hommes, de lire des hommes, tels que nous avons entendu notre ancien président, mais également d'autres que je ne citerai pas ici parce qu'ils sont des étrangers, mais parler d'écrivaines africaines, c'était généralement mettre en lumière une exceptionnalité dans la plupart des écrits que nous vivions. Et les écritures féminines africaines étaient très 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 rares. Nous avons essayé de faire sortir ces problématiques, de poser ces problèmes déjà dans les années 90, quand nous préparions Pékin, en organisant ici la première réunion des femmes normaliennes qui ont fait l'école normale de Rufisque et de Thiès avec cette fameuse dame française Germaine Le Golf. Ce sont des femmes qui sont clés, la maman de Dior en fait partie, d'autres femmes, notamment Touré que nous venons de perdre, en fait partie. Oui, comme Touré, elle est partie il y a un peu moins d'un mois maintenant. Et on a eu donc ces femmes
qui ont commencé l'écriture féminine. C'est là où Aminata Sow Fall aussi a été citée, Annette Mbaye d'Erneville également fait partie de ce groupe-là. Et tout ce qu'elles ont écrit, ce sont des livres éminemment politiques. La grève des bateaux, que vous connaissez. Même Nafissatou Diallo, de Télène au plateau, également. Énormément de livres de la littérature sénégalaise et africaine que nous avons eu à l'époque, que nous avons chanté, à l'époque, Maria Mamba, le Sissi l'anglais, partout en filigrane dans ses écrits. Ce sont non seulement des constats politiques, des constats d'échec ou de succès politique que nous mettons en exergue, mais également, comment on peut dire, on aperçoit des pistes qui transparaissent dans ces ouvrages et qui interpellent un gouvernement, qui interpellent une institution, qui interpellent des groupes de pression. Et ça, je crois qu'on n'en a pas assez parlé, on n'en parle pas assez. Les jeunes femmes qui ont été ici dans ce pays avant nous auraient pu nous dire les influences et les conséquences. Je vois qu'il y en a une qui est restée et je la remercie. Je pense que les conséquences de ces lectures et de l'environnement de ces écrits, comment cela a transparé dans vous ce que vous êtes, dans vos rapports avec votre fille que vous avez découvert et décrit tout à l'heure, ça aurait été bien. Ça aurait été bien que ce regard croisé puisse se faire avec vous, parce que je trouve que c'est important. C'est d'importantes leçons que nous pouvons tirer de cela pour vous-même, mais également pour tout l'entourage qui vous écoute. Alors, parler de la politique et de ce qu'Aminata Sow Fall a écrit, je viens juste de brosser la grève des bateaux, mais également toutes les autres écritures de Fatou Diom, par exemple, sur la migration. Regardez comment ça interpelle et les gouvernements et les institutions internationales et les populations elles-mêmes et surtout les migrants potentiels, surtout ceux qui vivent dans des zones à fort potentiel migratoire, comme les zones de pêcheurs où la pêche et le mode de vie. Et Fatou Diom décrit ces environnements, décrit ces problématiques qui appellent à des solutions et à des décisions politiques de manière admirable. À quel point, à quel moment, à quel niveau ces écrits interpellent nos gouvernants, ce sont des questions politiques à poser. Et ce serait été bien peut-être qu'il y ait un suivi de ce que nous allons dire ici aujourd'hui. Ken Bougou, par exemple, le Baobab Fou. Ken Bougou est une promotionnaire à moi. On a fait le lycée Kennedy ensemble. Oui. Et on s'est séparés, bien entendu, par les aléas de la vie. Mais Ken Bougou a été absolument rivé à ses racines rurales. Là d'où elle est venue nous retrouver à Kennedy après son bac, avant son bac, après son lycée, pour préparer l'université. Elle était donc là et préparée pour faire ce trajet. Pourtant, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Ce n'est pas ce qu'elle a fait en réalité, parce qu'après le lycée, elle a eu une autre, les aléas de la vie l'ont poussé dans des endroits particuliers, d'où elle a pu sortir des leçons fabuleuses, des leçons politiques fabuleuses qu'elle a aussi partagées avec nous. Et je peux en dire beaucoup d'exemples que mes collègues m'ont aidé à rassembler. Mais ce que je veux dire pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est que l'écriture chez les femmes, elle est éminemment politique. Même vous qui venez de terminer ce panel-là, encore une fois, et je répète, que je regrette que le ministère de la Femme n'ait pas été représenté dans cette opportunité-là, dans cette occasion-là, parce que si un ministère est fait pour gérer,
les problèmes des populations, eh bien, il faut que le ministère soit à l'écoute de ce que les populations vivent. Et ce que vous avez écrit, c'est ce que les populations vivent, c'est ce que les femmes vivent au Sénégal. Alors, en réalité, l'histoire de tout nos continents, et en particulier le continent africain, est jalonnée de grandes figures d'écriture, mais également d'hommes figures féminines qui se sont héroïquement battus pour faire reculer l'injustice et la tyrannie. Associées avec les hommes pour obtenir l'indépendance, les femmes ont été, à partir de 1960, et je suis sûr que Joe y reviendra, elles ont pu s'attacher à la lourde tâche de sensibilisation, de promotion et d'encadrement des populations féminines. C'est quoi ça? Sinon, c'est de la politique. Elles se sont décidées à participer par tous les moyens au progrès social et à œuvrer pour l'indépendance réelle de nos différentes populations. Ces types d'actions ont donné naissance aux organisations non gouvernementales que nous connaissons aujourd'hui, et donc les femmes qui les ont créées et qui les composent mènent une lutte de haute portée politique dans la mouvance vers l'acquisition de la liberté, de l'indépendance de la femme, de la production de biens individuels et collectifs à la disposition de tout le monde pour l'élévation du niveau de vie des populations. Ces femmes ont été les porte-étendards du féminisme africain en général, parce qu'elles ont servi de modèle aux générations suivantes. Je cite bien entendu Annette Baye-Bonneville parmi elles. Nous sommes donc témoins de toute une période où des forces nouvelles ont émergé pour la lutte pour la promotion de la femme, contre les inégalités hommes-femmes, les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ignorent que des acquis politiques, administratifs, tels que le droit de vote, le droit de déclarer son enfant né hors mariage, le droit d'aller à l'école, le droit de s'autodéterminer pour le mariage civil, la loi sur la parité, la criminalisation du vol, donc il reviendra, qui nous semblent aujourd'hui naturels, sont le fruit de longues luttes par des féministes noires, africaines, sénégalaises, et souvent au prix de leur sang. Et au-delà des revendications exclusives des droits des femmes, ces dernières ont brièvement pris part à des événements majeurs en y apportant un appui considérable. On peut citer à cet effet la lutte pour les indépendances, et en particulier la grève de 1947 ici au Sénégal. Donc, on peut s'abstenir de citer, quelques femmes qui sont particulièrement singularisées. À part Annette Baye-Bonneville, nous avons Jean-Martin Tissé de la Guinée, nous avons Jacqueline Tizerou du Burkina, Marie-Louise Guy d'ici, Caroline Faye-Diop, Fatoumata Ka, Tchoumbe Sam, Aya Arandir, Rose Bass, Madame Boulimataba, à un moment de Dior, Marianne Souraï, qui est encore vivante, qui est ma maîtresse d'école, et qui est encore vivante, et que je salue toutes les fêtes de femmes, en lui amenant son œuvre de bac, comme j'ai à la maman de Dior à l'époque de sa vie. Mais ce qui est important pour moi ici, pour le lien entre politique et écriture, c'est le fait d'insuffler à la jeunesse, d'insuffler aux jeunes femmes et aux jeunes garçons cet amour de la vérité, cet amour de la réalité, ce besoin que nous avons de partager ce que nous vivons au plus profond de nous-mêmes. Il y a quelques éléments, quelques feuilles qui ont été soulevées tout à l'heure par nos filles qui étaient dans ce panel, en particulier par rapport à la culture de base de nos familles, de notre société. Ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a certainement de mauvais, mais surtout ce qu'il y a de difficile à transcender. Il est absolument difficile, et j'en parle en bonne et due connaissance de cause. Moi, je suis d'une femme issue d'une famille moderne, donc les parents étaient dans la politique très très vite, qui ont accompagné le président Senghor et le président Abdou Diouf, et je suis allée à l'étranger avec mes parents très très jeunes. Une partie de ma scolarité a été faite en France en particulier. Je me suis mariée avec un homme éduqué, un juriste, qui est vraiment d'origine
des royaumes. Je veux dire qu'il est de Linguère, la région de Linguère, de la ville de Linguère, pardon, de Yang Yang. Il fait partie d'une famille donc princière venant de ces familles-là. Et nous avons eu deux éducations absolument parallèles. Pas opposées, mais absolument parallèles. Pour vivre le ménage que j'ai vécu, il a fallu un effort extraordinaire. Parce que beaucoup de difficultés, énormément d'écueils, énormément de langage qu'il a fallu décoder. Moi-même, jeune, très très jeune, avec une famille qui tenait absolument à ses traditions et qu'il fallait respecter si je voulais rester dans ce ménage-là. Si je voulais, je dis bien si je voulais rester dans ce ménage-là. Donc c'est difficile ce que nous avons vécu et nous en sommes sortis parce qu'on a eu des gens très très généreux. On a eu la chance d'avoir un mari extrêmement généreux. Nous avons fait 6 enfants ensemble, 6 enfants qui ont fait des enfants maintenant. C'est bien que je me retrouve avec une cosmogonie absolument éclatée, des métis sénégalais, mais également des métis français, américains ou marocains. Et ma famille est juste une image extraordinaire de ce que moi j'aurais souhaité voir vivre et partager avec beaucoup d'entre mes congénères, parce que c'est des sources de confort, c'est des sources de réflexion, c'est des sources... C'est pas facile, hein, ce n'est absolument pas facile, mais je pense qu'il faut avoir la volonté. La volonté et l'amour du prochain. La volonté de vouloir faire de ces enfants des personnes cultivées, des personnes qui savent ce que c'est que la vie, des personnes qui ont avec eux tous les bagages qu'il faut pour réussir leur vie. Alors, on parlait de ce que nous avons fait et les liens avec la politique. Moi, je ne peux pas dissocier tout ce que j'ai fait avec la politique. Parce que j'ai fait de la politique avec un cas tout le temps dans ma vie. J'en ai fait aussi avec un but, c'est-à-dire dans nos partis. Et je dois dire que mes succès dans la politique de parti ont été beaucoup plus difficiles que mes succès dans la politique avec un cas. Parce qu'il s'agissait de construire la cité, de planter les fondements d'une cité correcte, civilisée, moderne, et j'avais des interlocuteurs, voilà, en face de moi. Ça veut dire que j'avais de la population, et surtout la population rurale. Et c'est elle qui a le plus répondu à mon appel. Tandis que la politique, avec un cul dans un parti, les problèmes demeurent essentiels. Les filles qui ont participé au panel précédent n'en ont pas parlé. Mais je vous assure que le plus gros combat se trouve là-bas en ce moment. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé pour les élections législatives passées. Je ne parle même pas des présidentielles, mais les législatives. Toutes les femmes qui militent dans les partis politiques, que ce soit dans le parti au pouvoir comme les partis d'opposition, toutes les femmes ont été brimées. Aucune des femmes n'a été à la place qu'elle méritait dans l'opposition comme dans le parti au pouvoir. Et pourtant, si ces partis ont réussi les scores que nous le connaissons, c'est grâce aux femmes. Parce qu'elles sont les plus nombreuses. Et maintenant, elles sont les plus brillantes. Écoutez juste les tables rondes ou les conférences de presse qui sont tenues par les différents partis actuellement. Quand les femmes interviennent, elles interviennent avec beaucoup de bagou et beaucoup de succès. Et malheureusement, au moment de choisir, toujours, on en est au même endroit. Au moment de choisir, c'est les hommes. C'est aux hommes qu'on parle. Parce que ce sont les hommes qui sont les chefs de parti et c'est eux qui sont les grands leaders. Je crois qu'il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse avec vous. Et en termes de politique, un grand chemin est encore à faire dans ce domaine-là. Voilà, c'est moi ce que je voulais dire. Juste pour introduire ma grande sœur et lui laisser l'opportunité. Une autre forme d'engagement
Et je rappelle que c'est sous quand elle était ministre de la Femme qu'on a eu la production de l'ouvrage de Sénégal à l'horizon 2015. Malheureusement, qu'on n'a pas pu, parce que c'est une projection et il y avait toute une mobilisation d'intellectuels pour produire en tout cas ce document-là. Donc j'ai beaucoup apprécié un peu ce rappel, en tout cas historique. Et quand tu mentionnais ces grandes dames, surtout celles, les logophiennes, je ne savais pas que Oulimata Ba était voilà, la mère de Tata Dior, Jean-Martin Cissé, les Maria Maba et autres, et ces femmes ont marqué. Ces femmes vraiment ont marqué l'Afrique, ces femmes ont marqué les générations, et ces femmes continuent en tout cas de marquer en tout cas l'histoire. Donc tu as essayé de montrer un peu, donner une forme en tout cas au discours féminin, l'écriture qui offre en tout cas un mode d'expression pour les femmes. C'est une liberté de penser dans un système, et je pense que le premier panel n'en fait qu'un. C'est une forme d'expression, une liberté de penser dans une société qui n'offre pas assez d'espace. Je pense que c'est un bon moyen de s'évader, et parce que tout simplement l'écriture devient en soi un engagement. Donc je vais donner la parole à Dior Fall Sow. Quelques mots sur Dior Fall que j'apprécie aussi énormément. Dior Fall Sow, elle est juriste, c'est la première femme, en tout cas magistrate, procureure de la République du Sénégal, donc elle est spécialiste du droit, en tout cas sénégalais. Et aussi, elle a travaillé au tribunal pénal international sur la question rwandaise. Donc ça, c'est extrêmement important de rappeler pendant une durée de 8 ans. Elle est aussi membre fondateur de l'association des juristes sénégalais qui continue de nous accompagner, en tout cas dans nos luttes, parce que c'est notre bras technique quand on parle de loi. Donc d'ailleurs, elle a été au cœur en tout cas de la dernière loi que nous avons sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Quand il y a eu des dérives, je l'ai appelé, j'ai dit, ben, Tata Dior, il faut faire quelque chose. Il dit, oui, je maîtrise la situation, c'est l'histoire tranquille. Donc, merci beaucoup en tout cas d'être là. Merci aussi de continuer aussi à nous accompagner. Donc, Dior Fall Sow va revenir un peu sur l'historique. D'abord, de définir qu'est-ce que ça veut dire l'engagement, l'écriture féminine. On peut retracer un peu qu'est-ce que c'est aussi la dimension politique. Qu'est-ce qu'on met là-dedans quand on parle d'écriture féminine, et aussi retracer un peu l'historique un peu de cette écriture. Et je pense que vous allez un peu revenir un peu sur certaines figures et autres. Merci beaucoup. Bonjour à toute l'assistance. Vraiment, je suis heureuse aussi d'être avec vous et surtout de voir que l'intergénérationnel existe. Et je crois que ça ne peut pas être autrement, dans la mesure où c'est un processus qui continue. Nous avons suivi le chemin qui a été tracé par nos mères. Nous avons pris le flambeau qu'elle nous avait transmis. Mère et père d'ailleurs, il faut être juste et puis le dire. Et aujourd'hui, c'est à notre tour de vous transmettre, à vous les jeunes générations, le flambeau pour que vous le portiez un peu plus haut que nous l'avons porté. Je ne serai pas très longue, hein. Je crois que Ndoro a dit beaucoup de choses, mais je pense que je vais me coller un peu plus au sujet. Et quand on m'a donné le thème, et que j'ai vu écriture féminine, zoom sur sa dimension politique, j'ai pensé à deux problèmes particuliers. Le premier problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par politique. Parce que je pense qu'il est important de définir la politique. Et pour moi, ça a été de prendre le mot politique dans son sens premier, son sens noble, à savoir s'occuper, dans un premier temps, des problèmes de sa cité. Et c'est ça la politique, avec tout ce que cela comporte. Maintenant, ce qui veut dire que lorsqu'on adapte à l'écriture, cela veut dire que l'écrivain, l'écrivaine, va faire en sorte de pouvoir parler
idées politiques et des valeurs. On entend parler de ces idées politiques, c'est assez large. Ça veut dire qu'il va pouvoir, disons, parler de la justice sociale, parler de la démocratie, parler de différentes valeurs, parler, disons, de l'égalité homme-femme, parler des problèmes qui se posent à lui ou à elle en particulier. Et aussi, c'est une possibilité pour l'auteur E, alors on parle beaucoup d'autrice, mais moi je préfère auteur E. Alors donc pour l'auteur, disons, critiquer aussi les politiques gouvernementales. Ça c'est un autre aspect de la politique. Et aussi critiquer les régimes autoritaires, etc. C'est une prise de position politique beaucoup plus qu'autre chose. Alors ça, lorsqu'on est d'accord maintenant sur ce terme de dimension politique qui est extrêmement importante, parce que comme on l'a dit, tout est politique. Tout est politique dans notre démarche. Alors, l'autre problème qui m'a interpellée, c'est l'écriture féminine. Pourquoi parle-t-on d'écriture féminine? Est-ce que c'est pour dire que l'écriture féminine est genrée? C'est-à-dire, il y a une écriture pour masculine et une écriture pour les femmes. Et là, je crois que les réponses sont données par les écrivaines elles-mêmes. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que Amina et Pedagula, je vais la citer, sa réponse est éloquente et précise. Parce qu'elle a dit, il ne s'agit pas de genrer l'écriture. L'écriture féminine existe. C'est un fait. L'utilisation de l'expression écriture féminine sert à marquer leur présence dans le monde littéraire trop longtemps alimenté par les hommes écrivains. Cette expression signale que les femmes s'imposent maintenant dans la littérature. Fin de citation. Et j'ai beaucoup aimé cette définition. Parce que ça montre qu'effectivement, aussi bien femmes qu'hommes ont les capacités à pouvoir écrire. D'autres ont des avis beaucoup plus, disons, partagés. Parce qu'ils disent que pour certains, l'écriture est féminine, car les femmes écrivaines mettent l'accent sur leur vécu et sur les problèmes qui touchent au genre. Et c'est la raison pour laquelle certains pensent que l'écriture, elle est féminine. Ça, c'est l'avis d'autres écrivaines, effectivement. Quand on fait des recherches, par exemple, Ramatou Seck-Samb, qui est l'auteur du livre « Fergo, tu traceras ta route », précise, je la cite, « Notre littérature de femmes porte toujours la part de notre sensibilité. Le destin de nos œuvres portera le stigmate de notre condition. » Et lorsqu'on a écouté, effectivement, toutes les femmes qui étaient là tout à l'heure, chaque fois, c'était intéressant de les entendre dire « Mais notre écriture ne sort pas du nihilo. Ex n'est pas ex nihilo. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est beaucoup plus quelque chose que nous ressentons, quelque chose que nous avons vécu, et quelque chose que nous sortons, peut-être. Et là, je crois que un auteur aussi, masculin, a dit, il s'agit de Mamadou Samb, qui a écrit L'écharpe des jumelles, que l'écriture féminine est une écriture de l'intérieur. Pourquoi? Parce que cette écriture se saisit des thèmes en rapport avec la vie qu'elles sont en train de vivre, avec la vie du couple, avec sa belle famille, l'éducation des enfants. Et Fatou Warka est là derrière, je la cite aussi, écrivaine et réalisatrice, pense l'écriture comme une particularité individuelle. Je pense que tu as eu à dire qu'une écrivaine est différente d'un écrivain du fait qu'elle écrit depuis une position sociale bien donnée, depuis un vécu. Donc on voit bien que, effectivement, pour beaucoup de femmes, l'écriture est quelque chose qui est différent de celle des hommes. Et il y a certains pensent aussi
aussi. Ça, c'est une autre idée que les gens ont. Ils se disent que le propre de l'écrivain est de se mettre à la place d'autrui. Donc pour eux, il n'y a pas de sens en termes d'écriture purement féminine, parce qu'on vit avec eux, mais c'est simplement parce que l'auteur ou l'écrivaine se met à la place d'autrui et que le plus important dans la littérature, c'est que la personne qui écrit arrive à refléter une part de sa société à travers les émotions qui la traversent. Alors, je poserai une question, moi pour ma part, à savoir que si effectivement on écrit à partir de sa vision qu'on a du monde, la question qui se pose est alors de savoir si le genre est celui qui si le genre féminin ou masculin, c'est le genre féminin ou masculin qui crée le sujet, ou alors si c'est le sujet qui émane du plus profond de la personne et de ce qu'on appelle le moi intérieur, quelle qu'elle soit homme, qu'il soit homme la personne, qu'elle soit homme, qu'elle soit femme. Je pense que là, c'est une réponse peut-être qui nous permettrait de voir si effectivement l'écriture est féminine ou pas. Alors un autre problème qui s'est posé concernant l'écriture féminine, on a demandé si cette écriture féminine était spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que l'écriture féminine est vraiment différente de celle des hommes? Et en réponse à cette question, là aussi, il faut noter que les avis sont partagés, car pour la grande majorité, elle considère qu'il y a dans l'écriture féminine une sensibilité particulière. Est-ce exact? Est-ce vrai? Parce qu'on considère que lorsque la femme écrit, elle écrit avec beaucoup plus d'empathie, elle écrit avec beaucoup plus d'émotion. Est-ce exact? Je pense que des exemples qu'on a cités ici, on a parlé de certaines auteurs, écrivaines, et par exemple Aminata Sow Fall, dans La Grève des bateaux, qui est un célèbre roman qui parle des enfants talibés et de ce rôle social et religieux que le monde joue dans notre pays. Et c'est cette ligne de cette romancière qui est, je pense, l'une des plus grandes romancières, disons, je dirais, sénégalaises et même africaines, et même internationale, elle a été reconnue dans plusieurs domaines. Elle a une empathie, effectivement, qui s'exprime dans ses œuvres. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on peut parler effectivement de sensibilité. On retrouve aussi cette sensibilité, on ne peut pas le nier, dans le roman de Maria Maba, Une si longue lettre. Et à travers cet échange épistolaire entre deux amis, elle arrive avec beaucoup d'émotion. Elle arrive quelquefois avec beaucoup aussi de tristesse à raconter les relations qu'elle a avec son époux, avec sa belle famille, avec la polygamie, avec, disons, l'éducation de ses enfants. Et là, je pense que c'est décrit avec beaucoup d'émotion. Et j'en veux pour preuve, là aussi, la pensée de Aminata Seck, qui écrit « Il n'y a qu'une femme ». Pour écrire un livre aussi poignant sur la condition de la femme, Maria Maba a été précurseur. Elle a ouvert la voie à une nouvelle génération d'écrivaines à laquelle j'appartiens. Donc, je pense que à ce niveau-là, pour beaucoup, effectivement, concernant l'écriture féminine, il y a beaucoup de sensibilité. Mais là encore, il y a un autre courant qui dit que non, il ne faut pas dire, elle penche surtout pour une écriture que certains qualifient de féministe ou de féminisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette écriture-là, je pense que beaucoup d'entre nous le font, elle relate des combats qu'elle mène pour les droits, l'instauration des droits des femmes. De ce combat-là, elle relate les injustices
qui existent dans notre société concernant les femmes. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, le statut de la femme est encore un statut qui est inférieur par rapport à tout cet arsenal juridique que nous avons et par rapport aux droits des femmes qui leur appartient en tant que personne humaine, puisque ce sont des droits qui sont simplement, tout simplement, inhérents à la personne humaine. Alors donc, je pense que cette écriture-là, et je pense beaucoup plus dans cette position, dans ce point de vue. Parce qu'effectivement, les femmes sont sensibles, mais cette sensibilité-là n'est pas absolue. Vous avez des hommes qui écrivent pour les femmes. Et vous avez aussi des hommes qui sont extrêmement sensibles dans leur écriture, plein d'émotions aussi quelquefois, tout comme certaines femmes dont leur écriture sont extrêmement dures et on ne sent pas quelquefois, hein, c'est peut-être pour les deux l'exception qui confirme la règle, cette sensibilité à tous les niveaux. Donc je pense qu'il ne faut pas disons, mettre les gens dans certains clichés, pour moi personnellement. Et je crois que je suis d'accord avec ceux qui pensent que les hommes et les femmes, dans leur écriture, peuvent être considérés comme similaires, à part certaines exceptions. Parce que, en fait, ce qui fait la différence, ce sont les clichés. Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de stéréotypes. Qu'on indique, qu'on met concernant la femme. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est le style. Et il y a des auteurs, et c'est le style qui fait la différence. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est, avec cette écriture féminine, je pense, qu'est-ce qui a pu se passer durant toutes ces années, cette évolution. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a eu une grande évolution. Et cette évolution est arrivée à partir des années 70, je dirais même 68, où il y a eu, disons, cette grande révolution sur les droits humains, et dans lesquelles les femmes, effectivement, se sont engouffrées. Et à partir de 1970, il y a eu effectivement une conscience des droits pour les femmes, de leurs droits, et un combat, effectivement, pour la revendication de ce qui, en fait, leur appartient et qui concerne les droits humains, ce que j'appelle moi les droits humains des femmes. Alors, la littérature, donc, qui a été pendant longtemps dominée par les hommes, est devenue, en quelque sorte, une affaire des femmes. Les femmes se sont engouffrées dans la littérature et on peut dire, à juste titre, que c'est Mariam Abba et Aminata Solfal, bien sûr c'est aussi nom de lettre, et Aminata Solfal dans Le Revenant, qui ont été en quelque sorte les précurseurs et qui ont ouvert la voie à ce moment-là à différentes autres femmes qui sont arrivées. Il y a eu donc maintenant beaucoup plus de femmes. Avant c'était un peu l'autobiographie, la biographie que les femmes écrivaient dans ce sens-là. Il y a une ouverture. Vous avez eu des chercheurs, vous avez des sociologues, vous avez des historiens, Poupette, mais c'est pas tout seul. Vous en avez vraiment qui se sont engouffrés dans cette mouvance et qui ont fait de la littérature. La littérature a donc évolué. Elle est sortie de ce niveau pratiquement national pour arriver à un niveau régional et même planétaire. Et donc, les femmes sont reconnues à ce niveau. Mais ça ne s'est pas limité à ça. Les autres générations sont arrivées et ont pu, disons, bénéficier des apports des deux générations. Et on est passé à une autre forme d'écriture. Une écriture qui est beaucoup plus, quand je parle politique, c'est-à-dire beaucoup plus accentuée. À savoir, c'est une écriture presque de revendication. Parce que ce qui s'écrivait avant, elle n'était pas contestataire. C'était quelquefois, on mettait les formes, on mettait les règles, on ne dépassait pas, disons, certaines attitudes. Mais là, actuellement, c'est devenu carrément une revendication, une écriture entre guillemets, pas tout à fait, mais plus contestataire qu'elle l'était avant. Alors, je pense que à ce niveau-là,
Et là, Nioro, on a cité beaucoup tout à l'heure, à savoir Nafisa Diallo, Ken Boubou, Sofna Benga, Fatou Diom. Fatou Diom, qui vraiment, je trouve que a écrit beaucoup sur, par exemple, le ventre de la politique, celle qui attend. Elle a interpellé aussi beaucoup du point de vue de la migration. Je pense que c'est toute vraiment une nouvelle, on peut dire, génération d'écrivaines qui sont arrivées. Et on est passé de l'autobiographie à la fiction, de la défense aussi de l'école, de l'éducation, de la défense des droits humains. Et c'est ce qui fait qu'on a un mot avec cette subtilité nouvelle. On peut dire qu'à l'heure actuelle, si on parle d'écriture féminine, il y a quand même dans la littérature africaine une véritable empreinte pour moi féminine qui, je pense, restera vraiment indélébile dans l'histoire de l'Europe. Alors, donc, je pense qu'il est important. Il est important que ce souffle continue. Il est important, et je le dis souvent pour les jeunes, que la production soit de plus en plus importante. Et on se rend compte que chacun écrit selon son ressenti. Chacun écrit selon les problèmes, la vision qu'il a de sa société, la vision qu'il a du monde, les problèmes qui se passent, qu'il y a. Et je crois qu'il est bon que aussi, surtout pour moi, que les femmes africaines, les jeunes générations connaissent toute cette production littéraire. Parce que le problème qui se pose, c'est que les jeunes ne connaissent pas. Que les jeunes connaissent, par exemple, toutes ces femmes qui ont été un peu des exemples. Et moi, quand je parle des femmes, je dis que les premières pionnières de l'éducation, de la promotion des femmes par l'éducation, ce sont les filles. Et j'ai eu à interroger plusieurs jeunes, mais elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas. Et je crois qu'il est extrêmement important que les gens puissent connaître ce qu'elles sont, qu'on connaisse nos femmes, qu'on connaisse. Je peux citer un exemple, par exemple, les mamas de l'indépendance. C'est Yabou Bassène qui a fait ce CD sur les femmes qui ont écrit, qui ont participé à l'indépendance de notre pays. Mais ce rôle-là, personnellement, je l'ai mieux connu quand j'ai vu la vidéo de Yabou Bassène. Parce que ce sont des faits et gestes qui sont louables. Qui sont vraiment à reconnaître et à saluer parce qu'elles ont participé vraiment à l'indépendance de leur pays. Mais malheureusement, il faut reconnaître que les faits des femmes restent toujours invisibles. Et on a tendance à mettre l'accent sur ce que les hommes font et ce que les femmes font. Malheureusement, on a tendance à les négliger ou à penser que ce n'est pas aussi important que cela devrait l'être. Alors je tiens à remercier vraiment Amina et toutes les personnes qui l'accompagnent pour ce salon du livre qu'ils font, parce que ça c'est une promotion qui est extrêmement importante, parce que ça permet de faire connaître les auteurs des ouvrages. Ça permet aussi de voir que de plus en plus la littérature féminine s'installe. Et je suis convaincue, comme j'ai l'habitude de le dire, la dernière fois on m'a interviewé, je ne suis pas, comme l'a dit Nioro, écrivaine. Nous sommes profanes un peu en la matière. Nous avons beaucoup écrit pourtant, nous avons beaucoup écrit, mais du point de vue de la littérature, nous avons beaucoup à apprendre de vous sur le style et tout. Nous nous sommes lancés, nous sommes essayés à l'écriture, nous allons continuer, parce que je pense que nous avons beaucoup de choses à donner, nous avons beaucoup de choses à livrer, et c'est ça qui est important. Parce que comme je le dis souvent, et comme je le dis dans mon livre, vous savez, nous avons, en Afrique, nous n'avons rien à envier à personne. Nous avons tout ici. Que ce soit du point de vue des ressources humaines, du point de vue d'autres ressources, nous n'avons pas à aller chercher des monétaires ailleurs. Parce que nous avons ce que nous avons ici, et il faut en bénéficier. Il faut que les jeunes aussi l'apprennent et le connaissent. Et je pense que c'est comme ça qu'on forme une nation forte. Et c'est comme ça, je crois, que nous pouvons, disons, ensemble, je dis bien ensemble,
Je dis bien ensemble, mais attention, je dis que la dernière fois je disais aussi quand on a dit mais les femmes, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit bah, écoutez, nous ce que nous voulons, c'est jouir de nos droits comme vous les hommes, sans avoir à dépenser autant d'énergie et à crier tellement fort qu'on se brise la voix, alors que ce sont des choses qui nous appartiennent. Mais faites attention, vous les hommes. Vous avez vu, dans tous les domaines, les femmes avancent. Dans tous les domaines. Au niveau de l'éducation, les femmes montent. Avant, c'était le Prytanée militaire. C'est ce que j'ai répondu à un journaliste qui m'a interviewé. C'était le Prytanée militaire qui remportait tous les prix. À l'heure actuelle, c'est qui? Maria Maba. Les femmes montent discrètement pendant que maintenant les hommes parlent. Nous avançons. Alors faites attention. Faites attention. Parce que vous risquez finalement de vous retrouver un jour, c'est nous qui allons nous battre pour vous. Alors, parce qu'aussi, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce qu'on nous donne, on le prend, parce que ce que nous appartient, mais ce qu'on ne nous donne pas, et qui nous appartient, on le lâche. Voilà, alors je voulais terminer vraiment sur ces mots. Je ne voulais pas être trop longue. Il y a des questions qui sont posées et je pense que nous devons ensemble essayer de réfléchir pour voir effectivement ce que représente effectivement en dehors de cette percée extraordinaire, parce qu'elle fait maintenant partie du paysage littéraire, c'est-à-dire l'écriture féminine. Elle ne peut pas reculer en arrière. Il y a des questions quand même qui se posent. Il faudrait qu'on voit comment les écrire. Je vous remercie de votre évaluation. Merci Dior, on n'attendait pas moins que cela. Mais je voulais juste ajouter, avant que l'idée ne m'échappe, d'abord remercier Assietou Diop Camara. Je ne sais pas si elle est dans la salle, mais je pense à elle tout de suite. Parce qu'elle aussi, c'est une de mes muses. Et dire aussi que c'est l'occasion de lancer l'idée de bibliothèque dans nos maisons. Que l'on reprenne les bibliothèques dans nos maisons. Et que pour Noël arrive, certainement, et d'autres fêtes arrivent, et qu'on fasse le pari d'offrir à nos enfants, et au moins à nos familles, parce que même les grands ne lisent pas, je suis désolée. Dans les familles, même les grands ne lisent pas toujours. D'offrir des livres, les livres qui sortent d'ici, des livres qui sont produits par les femmes, qu'on prenne la décision d'offrir à partir de maintenant, à un anniversaire, à Noël ou à n'importe quelle autre occasion, que nous fassions le pari d'aller acheter dans les maisons d'édition qui existent les livres qui sont produits par les femmes. Ça, c'est ce que je veux dire. Je pense que c'est bien entendu. D'ailleurs, on a accompagné l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités à mettre en place une bibliothèque au lycée Blaise Diagne qui met en avant uniquement la production féminine, féministe également. Donc en termes de littérature, d'environnement, philosophique, comme vous voulez. L'idée c'est de rendre visible, comme vous l'avez dit, Dior Falso, la production féminine. Donc je vous recommande, il y a déjà un catalogue en ligne, donc il y a plus actuellement 800 ouvrages qui sont là, et ce serait bien de l'alimenter. Aussi, même les discours des anciens ministres, parce que aussi j'ai visité un centre qui est au niveau du ministère de la Femme, les anciens discours des ministres, en tout cas les rapports, etc., ce serait bien aussi de partager avec cette bibliothèque pour avoir en tout cas un one-stop. Merci beaucoup Dior Falso, donc d'avoir revenu un peu sur ces deux dimensions politiques. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que quand vous dites que la présence des femmes, déjà, la littérature féminine marque la présence des femmes, l'influence de l'environnement, le fait que les femmes parlent de leur vécu et automatiquement on va parler de genre. Donc c'est les rôles que la société vous attribue, donc il y a une forte dose genrée à l'intérieur. Mais surtout quand vous dites que la littérature, l'écriture c'est une écriture d'intérieur. C'est une écriture d'intérieur, mais aussi c'est une écriture de revendication. Déjà en 1788, il y a Olympe de Gouges, on est dans la Révolution française, donc avec sa plume, elle a dénoncé beaucoup de problématiques, l'esclavage noir, la question de l'égalité homme-femme,
où elle était considérée comme historique à l'époque, et malheureusement elle a été guillotinée, pour dire que la littérature est aussi, touche l'interdit, mais aussi touche la mort à ce niveau-là. Donc on lui doit énormément aussi cette dame-là, parce que les luttes sont connectées, et pour dire que finalement, ces revendications des droits humains féminins, c'est une ancienne lutte. Merci en tout cas à nos deux panélistes de nous avoir gratifiés. En tout cas, ces moments, je ne sais pas si le public a des questions ou bien des contributions par rapport à cette dimension engagement, hein, à cette dimension politique, parce que comme elles l'ont dit, tout est politique. Le fait de parler de leur vécu, le fait de leur parler de leur vie privée, c'est politique. Parce que derrière, c'est s'interroger le monde pour un changement. Et d'ailleurs, tout ce qu'on veut, c'est un changement. Tout ce qu'on veut, c'est rester en tout cas dans les relations équilibrées. Donc, merci encore une fois pour ces interventions. La parole est à qui veut la prendre. Dire que, oui, à aimer, dire que aussi le paradoxe, on est dans un contexte, professeur, où on lise de plus en plus moins, on est dans sur les réseaux sociaux, l'internet est là, donc ça aussi c'est un combat, hein? C'est extrêmement important de continuer à vous demander. Nous réjouir de tout ce que nous avons entendu ici à travers la présentation. Et comme Dior l'a dit, elle a parlé d'un mot que j'ai particulièrement retenu, l'empathie. Et c'est pourquoi les propos de Mme Diallo sont très pertinents dans la mesure où cette empathie-là, on pourrait la trouver aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Maintenant, j'aimerais que vous nous disiez un peu quelle importance cela peut-il avoir pour l'écriture féminine particulièrement. Et dire aussi qu'effectivement, la littérature féminine compte. Parce que si nous prenons à l'échelle du Sénégal, par exemple, je ne sais plus trop combien, Madame Gane, de grands prix du président de la République avons-nous eu, mais nous en avons quand même 3 femmes. Nous avons Sokhna Benga, nous avons Fama Diantienne, nous avons Rahmatou Seck Sam. Ça veut dire que donc les femmes ont de très belles plumes. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter en même temps Amina pour cette initiative qui fait la promotion de cette littérature féminine qui certainement n'est pas encore connue à sa hauteur. La semaine dernière, au musée de la femme Henriette Bathily, nous avons reçu Mme Pascale Barthélémy d'ailleurs, qui a écrit un excellent livre sur les logophiennes africaines et diplômées au temps colonial, dont la présentation a été faite ici même au niveau du musée. Merci Céline d'être venue assister. Dior était absente. Certainement, Mme Dior, elle n'était peut-être pas au courant, c'est quand même dommage. Non, s'excuse. Voilà, mais un excellent livre. Et comme Dior le disait tout à l'heure, il faudrait, ou vous-même peut-être Céline, que les jeunes générations puissent connaître cette génération de femmes-là et combien combien a été important leur rôle dans les luttes pour les indépendances, au début d'ailleurs des indépendances, dans l'installation même de l'État. Ils ont été à toutes ces luttes-là. La génération des Tata avec Jeanne Martin. Et ce livre-là, j'espère qu'on pourra en faire encore plus la promotion. De toute façon, il est disponible ici au musée de la femme. Sinon, les gens qui voudraient commander aussi, on pourrait toujours faire la commande auprès de Pascale Barthélémy pour que les gens puissent disposer de ce livre pour vraiment connaître cette génération de logophiennes. Merci. Il y a nécessairement de la politique dans l'écriture lorsqu'il s'agit des femmes, parce que, à mon sens, à chaque fois qu'une femme se tait et qu'elle n'écrit pas sur son vécu, il y a une part qui devait revenir à la postérité qui disparaît. Pour moi, c'est comme ça que j'entends la dimension politique qu'il y a dans l'écriture. Parce que je donne 2 exemples historiques, 2 Nobel de physique, Marie Curie et Pierre, d'une part, qui est une sorte de tandem, et de l'autre côté, le couple Einstein et sa femme. Et dans les 2 cas de figure, lorsqu'on regarde le documentaire, on voit comment Pierre a insisté, a même refusé le Nobel
pour qu'on accepte la part de contribution de sa femme. Et c'est ce qui fait que elle a été acceptée dans un premier temps et qu'elle deviendra plus tard la femme qui a 2 moraines. Et de l'autre côté, il y a eu la dispute entre la femme de Einstein et Einstein lui-même, qui a refusé sa grande contribution dans ce qu'il a développé comme la relativité restreinte. Alors, l'un dans l'autre, est-ce qu'il faut, pour l'héritage des générations futures, laisser le loisir aux hommes de raconter l'univers, ou que chaque femme puisse faire sa contribution? Et quand on regarde dans l'histoire des idées, il y a très peu de femmes qu'on raconte, que ce soit en philosophie, que ce soit en économie, en littérature, en politique. Et ça, pour moi, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire en sorte que plus de femmes écrivent. Et peu importe dans quel genre, il faut que les femmes puissent continuer à écrire, sinon l'histoire de ce monde-là va être racontée sans elles. Parce que c'est une question politique. C'est une question politique, c'est une question de rapport de force. Et les gens, très souvent, pour des intérêts particuliers, pour des intérêts de pouvoir, vont mettre la femme derrière et on leur donne des problèmes. C'est gentil, tout ça, mais moi, derrière chaque grand, tout ça, pour moi, c'est du vent. Et c'est un discours politique. Et que c'est ce qui fait que moi, avec le professeur, on s'est vraiment chamaillé pour que plus de femmes écrivent. Et peu importe la manière, il faut que les femmes donnent leur version de l'histoire. Et c'est en cela que pour moi c'est éminemment politique. À chaque fois qu'il y a un texte écrit par une femme, il y a une part de réalité qui aurait dû être perdue ou récupérée. Parce que quand vous regardez les figures oubliées de la NASA, vous voyez que beaucoup de femmes ont contribué. Mais on les avait un peu cachées. Il a fallu la venue de Obama pour qu'on parle de ça. Il a fallu l'intervention du cinéma. Et ça c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait cette conscience politique chez ceux qui écrivent. Les hommes peuvent le faire, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, mais en Wolof on dit c'est-à-dire que s'il y a 100 personnes qui écrivent, 100 femmes qui écrivent, pour moi c'est toujours mieux que 2 femmes qui écrivent. Donc pour moi c'est extrêmement important et moi je suis content d'être là et de voir qu'il y a cette prise de conscience progressive parce que quand on ira à la postérité, on aura les versions de Maria Wamba, les versions de telle chose, et d'autres femmes qui ont des vécus extraordinaires et qui pourraient dire leur part des choses. C'est ça que je voulais dire. Je suis Marie-Chou Maillard-Sédi, professeure autrefois au cours Sainte-Marie-de-Halle de 1980 à 2001, et ensuite au lycée Mermoz jusqu'en 2013. Et j'ai un nom de plume, Marie Maoudou, et j'ai écrit un recueil de poèmes, parmi tant d'autres, mais qui a été édité il y a 4 ans, et que vous ne trouverez pour le moment nulle part. Voilà, je voulais évoquer la situation des femmes aussi, par exemple, en France, où au 19e, certaines femmes, pour être sûres d'être acceptées, ont pris un prénom d'homme. Je pense à Georges Sand, par exemple. Aujourd'hui, je pense à Fred Vargas. On peut penser aussi à Colette qui a été utilisée par son mari, parce que c'est elle qui écrivait, et c'était lui qui avait son nom. Et c'est une véritable exploitation. Après, elle a réussi à s'en sortir, mais ça a été un long combat, une grande douleur pour elle. Et c'est pour vous dire que le combat féministe, il est mondial. Mais je pense aussi à un écrivain algérien qui a pris un prénom de femme pour pouvoir être édité, parce qu'il faisait partie de l'armée, et pour éviter d'avoir des problèmes, il a pris un prénom de femme, je pense à Yasmina Kadra. Voilà.
faut jouer avec l'identité qu'on vous a attribuée pour pouvoir contourner les frontières qui vous ont été posées. Je ne peux pas être dans la salle au niveau de l'exposition avec mon livre Sanglots de femmes, la parole libérée, en voyant ici mes sœurs avec qui j'ai cheminé depuis des années. Madame Fall, même des fois quand nous partons à des réunions, elle m'amène dans sa voiture. Madame Dior Ndiaye, n'en parlons pas. Nous sommes toutes deux des Rufisquoises. Et quand je la vois, j'ai des émotions. Parce qu'en 1988, l'administration sénégalaise voulait ramener tous les fonctionnaires qui étaient à l'étranger. J'en faisais partie. Et comme je suis une dure d'oreille, je ne voulais pas revenir tant que je n'avais pas fini ma thèse de doctorat. Je ne le regrette pas aujourd'hui. Parce que quand on m'a mis dans l'avion avec mes 2 enfants, j'ai atterri. Aussitôt, je suis partie la voir. Parce que j'étais déjà une fonctionnaire de son ministère. Heureusement que je suis tombée sur elle. Je lui ai expliqué, Madame la ministre, le professeur Ebeder Thiam, paradis pour lui, qui est parti, c'était lui qui était le responsable de ce décret. Et je lui ai dit, on veut nous rapatrier, alors que moi, je suis en train de faire mon doctorat dans la douleur avec mes 2 enfants qui sont très petits. Et je veux terminer cette thèse sur les droits des femmes. D'ailleurs, c'était sur le code de la famille qui a été promulgué. Et j'aurais fait des enquêtes pour demander aux femmes sénégalaises si elles connaissaient le code, si elles connaissaient le contenu, quels étaient les avantages, les atouts et tout. J'avais fait beaucoup d'enquêtes et il fallait que je résume. Et elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Tout de suite, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Vous allez repartir avec vos enfants, terminer votre thèse, toujours dans la promotion de la femme. À chaque instant que je la vois, je raconte l'histoire, parce que sans elle, je ne serais pas aujourd'hui ici à parler avec vous. Donc, merci, Madame Honorable, ma soeur, Madame la ministre. Et dans l'écriture, vous voyez, j'ai écrit parce qu'au moment de la Covid, on avait nos activités qui étaient en stop. On ne faisait plus rien dans les maisons. Étant donné que, bon, moi j'aime écrire, j'ai dit pourquoi pas ne pas relater quelques histoires de femmes. Et le livre est là. Ce sont des récits de vie de femmes qui ont vécu la violence dans leur chair et qui ne pouvaient pas parler. Donc, par hasard, j'ai repris mes blocs-notes parce que je notais et je leur ai dit que je vous promets que ce sera dans l'anonymat. Donc, j'ai un peu déguisé les histoires, mais l'histoire vraie est dans le livre. Donc, beaucoup de femmes, jusqu'à présent, souffrent. Parce qu'elle en a parlé tout à l'heure, Madame Joséphine. Quand tu vas dans ton ménage, on te dit, moi, tu dois être légère comme le chapeau de l'homme. On te dit beaucoup de choses. Donc, en tant que psychosociologue, c'est ce que je fais actuellement, l'accompagnement psychologique des filles victimes de violences. Et quand il s'agit de droit, nous les orientons vers l'AGS, nos autres sœurs de l'AGS qui sont des juristes, qui connaissent mieux que nous les textes, mais nous c'est l'accompagnement psychosocial. Les femmes sénégalaises en ont besoin et elles viennent de plus en plus vers nous pour qu'on échange partout, dans les salons, au bord de la mer, sous les arbres, on les laisse à l'aise, elles nous parlent. Et c'est ça qu'on a écrit dans le livre. Merci, merci Céline, la grande sociologue. Et puis dire à nos filles qui étaient là dans ce panel qui a précédé de nous, qu'il y a à faire valoir tout ce que vous avez écrit dans vos différents textes. C'est à mettre en exergue, c'est à promouvoir, il faut en discuter, il faut convoquer. Il faut organiser des rencontres. Vous avez d'anciens proviseurs, et j'adore voir ces jeunes. Ce sont des jeunes retraités, et vous avez toutes les valeurs. C'est dommage qu'on vous laisse à la. C'est dommage qu'on ne vous interpelle pas. C'est dommage qu'on ne vous associe pas. Oui, mais il faut surtout organiser. Et il faut que les gens aillent vers les organiser. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais à votre âge, quand il y avait une cérémonie comme celle-là, la salle, je vous promets, elle était pleine. Elle était pleine. Mais où sont les dames? Où sont les hommes qui
sont intéressées par tout ce qu'elles ont vu dans cette année. Il y a encore beaucoup de mobilisation, je crois, à faire et je vous encourage. Moi, j'avoue que je sors de moins en moins, mais je lis beaucoup et puis je suis disponible pour discuter et au téléphone ou par Zoom à mes WC. Je ne me déplace pas beaucoup, mais je suis tout à fait attentive à ce qui se passe autour de moi. Je voudrais vous encourager, vous féliciter, vous dire que l'avenir, c'est vous. L'avenir, c'est vous. Merci beaucoup encore une fois, professeur. Donc, on va donner à Dior Falso la parole. Merci beaucoup. Enfin, je me félicite vraiment pour les personnes qui ont organisé cet événement, cette rencontre qui a été pour moi très fructueuse. Il faut que la femme écrive, il faut que la femme se libère. Parce que quelqu'un disait que lorsque la femme écrit, elle parle au nom de toutes les autres femmes. Au nom des femmes qui peuvent être considérées comme celles qui sont sans vous. Et cette écriture-là est une forme de montrer la condition de la femme et de pouvoir trouver des solutions. Je pense qu'il est extrêmement important. Et il faudrait que les femmes s'y mettent. Il faudrait qu'il y ait des espaces comme ça, comme on dit, et dans tous les domaines. Et les femmes qui travaillent justement dans l'écriture, comme Amina Sek qui a émis avec d'autres cette initiative le fasse, il faut que dans chaque domaine, une femme ait qu'elle travaille pour ça. Et c'est la raison que je disais aux journalistes aussi, vous êtes dans un domaine du journalisme, travaillez pour que les femmes, des images de femmes, soient des images qui valorisent la femme, et pas des images qui rendent les femmes un peu comme la femme au foyer, la femme qui est au service de son mari. Nous avons un travail qui est extrêmement important à faire. Les acquis sont là, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup de stéréotypes, il y a encore beaucoup de combats à mener. Et je pense, et j'espère que la jeune génération qui est là va pouvoir les mener. Nous, effectivement, nous avons, je pense, fait, comme je dis, notre part du chemin. Nous vous transmettons le flambeau, nous vous faisons confiance, nous sommes à l'arrière-garde, vous êtes à l'avant-garde, et lorsqu'il nous faut venir avec vous, nous serons là, Inch'Allah. Moi, j'aime pas le mot transmettre le flambeau, parce que les défis sont toujours là. La question de l'égalité, voilà, c'est toujours une question, même si c'est des questions depuis l'Antiquité, hein, la question de l'égalité, je vous dis, ça fait partie des plus vieilles questions de l'humanité. On continue de se battre, les droits humains des femmes restent toujours, en tout cas, au combat. Et je salue, je note la présence de Awa Sensar, donc qui vient de nous rejoindre, qui est là, ça fait un moment. Voilà, c'est bien que vous preniez la parole un peu avant, voilà. Oui. Ce sont les déclamations. Alors, quel grand plaisir. La préparation de PK, les galas de l'enfance, oui. Toute la question culturelle a été gérée par elle. Je ne l'ai pas vu depuis. Oh, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Ça va très très bon. Merci, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour la culture. Parce que Madame Dior Ndiaye, Madame la ministre, je l'appelle, c'est une très grande dame. Et je me rappelle quand j'étais à Sorano, chaque fois que le président a voulu organiser quelque chose au niveau du palais, il recevait les artistes. Et c'est Madame Dior qui organisait ça. Et elle a toujours fait appel à moi. Merci pour tout ça. Merci Dior. Chaque fois que je parle de vous aux filles, ça va, tu vas bien? Merci. Donc chaque fois que je parle de vous aux jeunes femmes à Bruxelles, et à un moment je cherchais votre contact parce que je me suis dit que vous êtes une femme extraordinaire qui a beaucoup fait pour le combat des femmes, qui a beaucoup fait pour l'égalité. Et je me rappelle à l'époque quand on disait à quelqu'un que c'est Madame Dior Sonfal qui a vos dossiers pour la pension alimentaire. Ah oui, il fallait payer. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci à vous toutes jeunes femmes. Alors, ça va bien. Merci. Merci encore une fois. Et c'est un autre message
quand je vois en tout cas cette peau naturelle, parce que ça aussi ça fait partie de mon combat. Cette brosse, ça fait partie de mon combat aussi, cette dépigmentation qui nous pourrit la vie. Ça fait partie aussi de nos combats, donc on va mettre sur le tapis, parce que le Sénégal aujourd'hui vient en deuxième position en Afrique en termes de dépigmentation, ça fait des ravages. On va y revenir, peut-être c'est des questions qu'on va remettre sur la table parce que tout est urgent. La transmission, c'est important, transmettre par l'écrit, parce que je dis souvent qu'on a besoin des femmes africaines qui écrivent l'histoire de l'Afrique. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. On vous remercie, merci beaucoup. Oui, Zobida. Oui, Zobida. Zobida, oui. Ah, oui. Ah, d'accord, oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse d'être là, de voir toutes ces femmes. Et quand j'ai vu tout de suite Awa Sarr, Dior Falso sur la scène, j'ai été ravie. Je les ai vues toutes les deux pour Conversation Féminine. J'enregistre aujourd'hui Awa Sarr pareil. Et vous ne savez même pas à quel point je suis emplie de joie quand je vous vois échanger avec nous toutes, parler au-delà de ce qu'on voit de vous et ce qu'on sait de vous. Et ça nous permet, et ça vous permet aussi de mesurer l'impact que vous avez eu sur nos vies à chacune. Je pense qu'on doit vous le rappeler à chaque fois, parce que vous ne vous en rendez pas compte de à quel point vous avez impacté nos vies. Tout de suite, je suis avec Madiaou derrière, il voit Awa Sarr entrer et ça se voit sur son visage, ce qu'elle a représenté pour lui, ce qu'elle a représenté au niveau du théâtre. Une comédienne, une immense comédienne de théâtre, qu'on voit plus aussi souvent qu'on voudrait. Je pense que ces conversations sont nécessaires. Merci pour ce que vous êtes, merci pour le parcours que vous avez eu, merci d'avoir impacté nos vies. Voilà, merci beaucoup. Je vais aller faire des courses pour les enfants.